bonjour à tous, bonjour à vous, donc Alexis Corbière. Bonjour. On le disait, dans 2 semaines, les élections législatives. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dynamique chez les électeurs. Plus d'un électeur sur 2 à peine se dit sûr d'aller voter. Et votre parti, on l'entendait il y a quelques instants dans le journal, recueillerait 15% des voix. Où est passée la dynamique de la présidentielle, notamment en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Elle est là, croyez-moi, on fait campagne. Tous ceux qui sont dans la France insoumise, qui nous regardent, doivent se dire il exagère un peu parce qu'on mène une campagne dynamique. Je ne dois pas parler de mon cas personnel, mais quand même on a fait des belles réunions encore récemment. Et on est loin des grands meetings qui réunissaient 40 000 personnes. On se souvient du meeting de Marseille. Évidemment, on n'est plus du tout dans cette ambiance-là. On est quand même la 5e République, fait que l'élection présidentielle est vécue comme l'élection phare, évidemment. Cette fois-ci, il y a 577 campagnes. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est là, qui est présent. On voit bien qu'il y a un nouveau gouvernement qui s'est mis en place. Et moi, je trouve que ça crée une réaction chez beaucoup de gens, notamment l'annonce d'un Premier ministre de droite, de Monsieur le maire à Bercy, qui fait qu'il y a une couleur politique assez nette et des orientations assez nettes chez beaucoup de gens qui leur donnent envie de se mobiliser. Du moins, c'est ce que nous leur disons. On peut faire en sorte qu'il y ait une autre politique qui sorte de ces élections législatives. Pour en revenir néanmoins au sondage qui était indiqué dans notre journal, est-ce que vous avez l'impression que les Français ne considèrent pas que les jeux sont un peu faits et qu'il y a quand même assez peu de chances que votre parti, notamment, puisse obtenir une majorité absolue dans 2 semaines? Moi, je crois tout l'inverse, et c'est du moins ce que je leur dis à travers comment le rendez-vous. Sans alliés En leur disant précisément comment ça, sans alliés. Nous sommes aujourd'hui un grand mouvement dans lequel se retrouvent beaucoup de forces politiques. Vous savez, nous soutenons des députés communistes sortants qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, des députés qui avaient été élus Europe Écologie Les Verts. Oui, mais ça, c'est une affaire. Ils ont souhaité faire une campagne autonome, dont acte. Mais je parle de grands mouvements qu'est la France insoumise. Nous sommes extrêmement dynamiques. Mais je dis aux Français, c'est ça le plus important, l'affaire n'est pas réglée. Et on a eu une élection présidentielle assez incroyable dans la vie politique, qui est l'explosion d'un champ politique traditionnel, des partis, les 2 piliers qui ont tenu la 5e République, je pense au PS et les Républicains, s'effondrent pour ce qui est du PS, extrêmement lézardés pour ce qui est des Républicains. Selon notre sondage. Et on peut faire émerger un nouveau monde qui n'est pas dans les orientations que nous propose M. Macron, qui sont celles de la droite ou la continuité du gouvernement Hollande. Donc vous confirmez le propos de Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire qu'aujourd'hui, votre objectif à la France Insoumise, c'est de remplacer le Parti Socialiste, de le liquider en quelque sorte. Mais le Parti Socialiste s'est mis lui-même dans tellement de difficultés qu'aujourd'hui, il est en train de s'effondrer. Ce qui serait terrible, c'est qu'il y ait un vide aujourd'hui et que ce soit uniquement, voire même l'extrême droite ou la droite, qui soit dans une situation de contestation de M. Macron. Il faut que le camp humaniste, progressiste, écologiste que nous incarnons soit représenté, et même, je l'annonce ici, pourquoi pas majoritaire à l'Assemblée nationale pour mettre en place un autre gouvernement. Parce que c'est le but. Le problème n'est pas seulement de bavarder, c'est comment on fait demain pour qu'il y ait un meilleur partage des richesses, une réponse écologique aujourd'hui au productivisme. La 6e République, moi j'ai vu toute la pompe de la monarchie présidentielle par M. Macron utilisée à plein, et je crois qu'il y en a assez de tout ça. C'est l'enjeu de l'élection qui vient. Alors le camp humaniste dont vous parlez, je reprends votre terme, il est un petit peu en contradiction avec certains propos de Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas très humanistes et qui a repris un petit peu ce qu'il appelait le parler cru et dru, notamment lorsqu'il parle de Bernard Cazeneuve. Je vous cite les propos de M. Mélenchon. Il se comporte comme un bedeau, le bedeau du capital et du gouvernement. Pourquoi le dit-il ça? Parce que M. Cazeneuve lui avait reproché de ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais il avait même dit pire que ça, il met un signe égal entre les deux. Pardon, on a quand même le droit de répondre. Ça en fait un bedeau, vous rangez à ce vocabulaire? Ce que Jean-Luc appelle le bedeau, c'est qu'il y en a marre des sermons de M. Cazeneuve, responsable de l'extrême droite au second tour, mais qui rend tous les autres responsables. Lui, il a gouverné le pays, on l'a vu à la fin. Alors, il ne serait pas du tout responsable de la progression de l'extrême droite, ce serait tout le monde, et notamment Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu fort de café. Donc, au bout d'un moment, ces sermons, ça commence à bien faire. Ces gens-là ne se regardent jamais, ne se remettent jamais en cause, ils ne savent qu'insulter les autres. Permettez qu'on lui envoie quelques mots un peu piquants, ça fait partie du débat politique. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'aujourd'hui, le PS, la République En Marche et les Républicains, ce sont 3 variétés du parti unique, l'impression que ça rappelle un peu l'UMPS de Marine Le Pen. C'est la vérité. Il y a 3 variances, trois variances de Macron. Vous savez, 3 nuances pour reprendre le titre. Voilà. Selon que vous votez, les Républicains, ils vous disent qu'il faut voter pour après faire un gouvernement avec M. Macron. En Marche pour un gouvernement avec M. Macron. Et le PS, pardon, quelle confusion, selon le candidat pour lequel vous votez, carrément. Sur les affiches. Donc vous les mettez tous dans le même sac aujourd'hui. Mais du moins, il y a tous une volonté de dire on va gouverner avec M. Macron, dans le sens de la politique qu'il propose. Admettez que le seul bulletin de vote clair... C'est pas exactement ce qui est dit, notamment par les Républicains. Oui, enfin, qu'est-ce que c'est les Républicains? C'est un Premier ministre républicain qui actuellement dirige ce pays. Vous savez que le parti, justement... Non, mais au-delà des histoires d'appareils sur le fond politique... Ah oui, que les appareils et les chefs à plumes se disent j'aurais préféré que ce soit un tel... Ça c'est autre chose, mais la logique politique, tout de même, un républicain que je respecte, avec lequel je ne suis pas d'accord, il ne peut pas me dire que ce que va faire ce gouvernement soit en contradiction frontale avec ses convictions, tout de même. Monsieur le maire à Bercy ne va pas mener une politique conforme aux idées de Jean-Luc Mélenchon. Il va mener une politique conforme à ses convictions. On parle d'un mot d'un autre membre du gouvernement, Richard Ferrand,
Ferrand, qui est dans la tourmente depuis quelques jours. Il a redit hier qu'il n'avait rien fait de malhonnête et qu'il n'y a donc, selon lui, aucune raison de démissionner, qu'il n'a donc pas de raison de le faire. Vous êtes du même avis ? Moi, je suis très attaché aux questions éthiques. On voit bien que là, ce gouvernement qui voulait faire une démonstration avec une loi d'éthique semble un petit peu mal engagé pour le faire. Mais je propose, je vais dire la chose simplement, qu'avec le bulletin de vote le 11 juin, on les mette tous dehors, voilà, et qu'on propose... Non, mais politiquement parlant, c'est-à-dire, moi, mon problème n'est pas seulement les affaires de M. Ferrand, même si je crois que la justice doit peut-être regarder ça de près, mais surtout d'abord qu'on ait d'autres orientations politiques. Le problème de ce gouvernement, ne sont pas les indélicatesses de M. Ferrand. C'est d'abord des choix économiques, anti-écologiques, je le dis, en regrettant d'ailleurs la présence de M. Hulot. On a quand même un Premier ministre qui est s'il proposait des lois... Si, on pourrait mettre Paris en bouteille, les locaux de France 2 et plein de choses, d'accord ? Je vous pose la question, est-ce que vous serez dans une opposition systématique si les propositions que va présenter Nicolas Hulot dans les prochains mois, sur la transition énergétique, sur le nucléaire, vont dans le sens que vous souhaitez ? Mais M. Wittenberg, par définition, si M. Hulot proposait les choses avec lesquelles je suis d'accord, je ne ferais qu'applaudir. Donc, seulement l'expérience politique m'amène à penser que tout ça n'est que cosmétique à la veille des élections pour faire croire. Mais en vérité, on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif. M. Philippe est pro-nucléaire. Tout ce gouvernement est pro-nucléaire. M. Macron n'a pas parlé écologie. Et M. Hulot, je l'ai déjà dit un peu pour rire une première fois, il est dans ce gouvernement comme un ours polaire au Sahara. On se demande ce qu'il fait là, et assez rapidement, il aura qu'une envie. Je le crois, franchement. Juste une dernière question, Monsieur Corbière, et malheureusement il nous reste peu de temps. Si La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, remporte les élections législatives, qu'est-ce qui l'empêchera de faire les ordonnances sur la loi travail comme les Français l'auront décidé par leur vote ? Moi, je trouverais ça quand même assez inacceptable qu'après que ce pays se soit levé contre la loi El Khomri, ce soit de manière autoritaire, en faisant abdiquer en quelque sorte la responsabilité des parlementaires, qu'une telle loi si importante, qui nous concerne tous les gens qui sont sur ce plateau, vous-même, les conditions de travail, ça ne peut pas être fait par brutalité. Donc nous nous lèverons. Si je suis parlementaire, je combattrai contre ça. Si les Français tranchent par leur vote, ce n'est pas ça qu'ils ont tranché, ce n'est pas vrai. C'est un abus, c'est la manière de tordre le bras aux Français. Personne ne veut qu'on donne la responsabilité à un seul homme sans que la représentation parlementaire ait la possibilité de remettre en cause le code du travail, dont chaque page a été écrite par des luttes et des votes. Faut arrêter d'expliquer que le responsable du chômage, ce serait le code du travail. C'est tout l'inverse. La protection que représente le code du travail, c'est un haut degré de civilisation. Donc les amis, votez pour empêcher cette offensive. Et quoi qu'il en soit, avec Jean-Luc Mélenchon et tous les parlementaires de la France Insoumise, il y aura des voix fortes pour dire non à cela. Et s'ils le font, moi je serai du côté des organisations syndicales qui, je l'espère, sauront se faire entendre avec tout ce qu'elles peuvent faire en démocratie. En attendant, on vous a entendu, vous, ce matin. Merci beaucoup Alexis Corbière. Et c'est à vous Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée messieurs. Dans 2 jours, le Festival de Cannes ferme. A été initié par un Français, c'était en 1975, par le président de la République de l'époque, qui s'appelait donc Valéry Giscard d'Estaing. Et à l'époque, c'était plutôt informel, vous allez le voir, c'est retour vers l'info avec des images de l'INA, qui se tient aujourd'hui en Italie. Et si aucun pays africain ne figure au G7, le G7, le groupe des 7 pays les plus développés de la planète, eh bien, plusieurs chefs d'État du continent ont été invités à l'invitation de la présidence italienne du sommet, dont parmi eux le président nigérien, tunisien, qui doivent rencontrer Emmanuel Macron. Et l'invité de France Info, il s'appelle Roland Marchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et chercheur au CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po. Emmanuel Macron, je le disais, qui doit avoir 2 rencontres bilatérales, l'une avec le président tunisien et l'autre le président nigérien. Sur quoi vont porter les discussions aujourd'hui ? Écoutez, je pense quand même fondamentalement sur les problèmes de sécurité et sur les problèmes de migration. Dans les 2 cas, ces 2 pays sont très concernés par la question des migrants, puisqu'ils sont des lieux de passage importants. Et d'une certaine façon, ce thème qui aurait dû être central dans la réunion a été marginalisé du fait de la volonté américaine de surtout ne pas aller dans le sens des Européens, c'est-à-dire d'une prise en charge plus globale de l'accueil des migrants et également d'une aide économique pour peut-être faire un peu plus en Afrique. À l'approche des législatives en France, la stratégie d'Emmanuel Macron, cette posture justement, en quoi ça consiste ? Montrer sa capacité régalienne et verticale à gérer les dossiers concernant la France en Afrique ? Oui, alors bon, la France pèse au niveau international, c'est quelque chose que les Français n'aiment pas entendre, mais parce qu'ils sont un acteur important sur le continent africain. Ce n'est pas leur importance en Asie ou en Amérique latine qui leur donne cette aura. Et évidemment, je crois que notre président se situe absolument en continuité avec François Hollande.
on voit malgré tout une certaine impatience parce qu'il n'a pas les mêmes relations personnelles que François Hollande. Par exemple, sa visite à Gao a marqué quand même une certaine réserve vis-à-vis du président malien. C'était le 19 mai dernier, justement, la base militaire du Mali. Il est allé à la rencontre des soldats. À la rencontre des soldats français, donc c'était d'abord là, très en continuité avec cet idéal patriotique cultivé maintenant en France, comme aux États-Unis d'ailleurs. Mais surtout, si vous voulez, il mettait l'accent sur le fait que les accords d'Alger, qui auraient dû être un pan important de la résolution du conflit au Mali, n'ont pas du tout, sont mis en œuvre très très lentement, avec beaucoup de réticence.